Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque vendredi soir. L'heure des Pro 2, le sommaire, le casting. Dans un instant, d'abord il est 20h, l'actualité. Isabelle Piboulot. Un numéro à retenir ce week-end, le 36-37. Le Téléthon est de retour après 2 années affectées par le Covid. Cette 36e édition est parrainée par l'humoriste Kev Adams. Au programme, animation et défis sportifs, mais aussi culinaires et festifs dans plus de 13 000 communes. L'année dernière, le Téléthon avait récolté près de 86 millions d'euros. Covid-19, bronchiolite et grippe, l'Hexagone fait face à une triple épidémie, une circulation simultanée de virus inédite et son évolution est encore difficile à prévoir selon Santé publique France. La vaccination et les gestes barrières restent vivement recommandés, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année. Et puis dans le reste de l'actualité, aux États-Unis, la liste noire des pays préoccupants en matière de liberté religieuse s'allonge. Cuba, le Nicaragua et le groupe russe de mercenaires Wagner ont été ajoutés. C'est ce qu'a annoncé le chef de la diplomatie américaine dans un communiqué. Ils rejoignent ainsi la Chine, l'Arabie Saoudite ou encore l'Iran, déjà sur liste noire pour avoir commis ou toléré des violations graves de la liberté de religion. Autour de la table de l'heure des Pro 2, ce vendredi soir, Judith Weintraub, bonsoir, grand reporter au Figaro Magazine. Merci d'être présente. Merci à Philippe Guibert de nous accompagner également. Bonsoir Julien. Bonsoir à vous. Bonsoir Elisabeth Lévy. Bonsoir Julien. Directrice de la rédaction de Causeur. Et bonsoir évidemment à Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Le casting est fait. Notre premier thème tout de suite avec cette nouvelle action. Coup de poing à Paris pour des migrants, des centaines, regardez, de tentes installées aujourd'hui devant le Conseil d'État, juste en face du musée du Louvre. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Paris, on est vraiment dans le cœur historique de Paris, devant le mythique musée du Louvre. Et la Comédie Française. Et la Comédie Française, vous faites bien, les colonnes de Buell, comme c'est le du ministère théâtre, de la Culture, on peut faire une signaler. visite guidée, ça va durer quelques minutes pour réclamer donc la mise à l'abri de 300 mineurs isolés. On va aller sur place pour comprendre un petit peu la situation avec vous. Mathieu Rio, bonsoir. Sous la pluie, ce sont des mineurs qui vivent donc depuis 6 mois sous un pont d'Ivry. Quel est le but, quel est le mot d'ordre de cette action et qui est derrière cela ? Bonsoir Julien. Alors écoutez, c'est plusieurs associations qui ont organisé cette opération. Il y a Utopia 56, Médecins sans frontières ou encore Médecins du monde. Vous voyez sur ces images de Jean-Laurent Costantini, des dizaines de tentes sont alignées juste en face de ces bâtiments emblématiques que vous avez énumérés tout à l'heure. Vous voyez, la plupart des migrants ont rejoint leurs tentes, mais certains sont encore à l'extérieur. Ils ont revêti des couvertures de survie car il commence à faire extrêmement froid. Alors ces migrants, qui sont-ils ? Vous l'avez dit, ils viennent d'un camp à Ivry-sur-Seine, à quelques kilomètres de Paris. Leur minorité n'a pas été reconnue à leur arrivée en France par les services départementaux d'Île-de-France. Ils ont donc déposé un recours auprès du juge des enfants pour un examen, pour une évaluation approfondie. Et vous le voyez, des élus aussi sont venus leur prêter main forte ici. Vous voyez plusieurs adjoints de la mairie d'Ivry-sur-Seine. Il y a aussi le député de la France Insoumise, Louis Boyard, qui est arrivé il y a quelques instants. Un peu plus tôt cet après-midi, on avait vu la députée Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau. Les associations qui demandent une mise à l'abri immédiate de ces jeunes migrants. En attendant que la procédure suit son cours. En tout cas ici, il affirme que ces associations vont rester là jusqu'à ce que l'État cède. Merci beaucoup Mathieu Rio, accompagné de Jean-Laurent Costantini, donc sur la place du Palais Royal. Paris où c'est 300 mineurs isolés, en tout cas selon les associations, tiennent le pavé, j'ai envie de dire. Ils sont sauvés, vous avez dit pendant le duplex. Louis Boyard est là. Quand on nous a signalé l'arrivée de Louis Boyard et de Sandrine Rousseau. On connaît ces images par cœur, Elisabeth Lévy. Il y avait eu la place des Vosges il y a quelques mois, la mairie de Paris il y a un peu moins longtemps, il y a eu le avec des images impressionnantes. Exactement, aussi des associations qui mettent clairement la pression sur les équipes de la mairie de Paris, sur l'État. Mais est-ce que c'est pas, vous savez, il y a quelque temps, il y a eu beaucoup de gens qui s'indignaient contre la récupération parce qu'on osait dire que l'assassin de Lola, l'assassin présumé toujours, n'a pas été jugé, n'aurait pas dû se trouver en France, qu'elle était sous le coup d'une OQTF, si je ne m'abuse. Et là, tout le monde a hurlé indigne récupération. Mais ça, c'est de la récupération vraiment dégueulasse. Ils utilisent ces gens
d'accord, à qui d'abord ils les utilisent dans un premier temps, leur faisant miroiter la vie meilleure en France ou en Europe, etc., en les faisant venir en quelque sorte. En l'occurrence, ce ne sont pas les députés LFI qui les ont fait venir. Non, je parle des associations. Ah, d'accord, pardon. Voilà, pardon. Même les associations, c'est pas elles qui les font venir. Hein. Je ne suis pas d'accord avec ça, Philippe. Pardon, non, mais Kevin, je vais répondre. C'est quand même très bien huilé. Je ne suis pas du tout d'accord. Finissez. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. S'ils ne savaient pas que les associations vont venir récupérer les rapios, ils ne les prendraient pas. Les passeurs ne les balanceraient pas au milieu de la mer, quand même. En l'occurrence, on est en plein Paris. Donc, ces associations utilisent ces pauvres gens pour faire une pression et faire une sorte de chantage à l'émotion. Regardez, vous êtes des salauds. D'ailleurs, vous êtes un salaud, Kevin. Je sais, depuis le temps qu'on me le dit. Oui, on est des salauds parce que, même en voyant ce spectacle, on ne dit pas qu'il faut donner des papiers, des droits à tous. Maintenant, puisque nous sommes assez bêtes et que nous n'avons pas la moindre politique à ce sujet, pour les laisser entrer sur le sol français, et je dirais qu'au moins pour les vrais mineurs... Nous récoltons ce que nous semons. Je dirais qu'au moins pour les vrais mineurs, ce qui est encore à prouver, parce que très souvent, on a vu dans le reportage qu'il y avait sur CNews il y a quelques jours, vous aviez des mineurs qui avaient l'air pratiquement aussi âgés que moi. Donc autant... Au moins pour les vrais mineurs, il faudrait effectivement, puisque c'est notre droit et notre loi, ils sont là, les mettre à l'abri. Mais ce chantage, cette pression émotionnelle... C'est de la manipulation médiatique et on tombe en plein dedans, puisqu'on est là, on ouvre l'émission avec ces images. Alors Judith Weintraub et je viens vers vous, Kevin et Philippe. Je suis complètement d'accord avec tout ce que vient de dire Elisabeth. Est-ce qu'on peut préciser... Ça vous honore. Est-ce qu'on peut préciser qu'en plus, l'État sous-traite à ces associations la gestion des migrants et spécifiquement la gestion des mineurs. Alors les mineurs, à Paris, c'est par appel d'offres. Hein, d'ailleurs, je précise que les migrants n'ont pas été reconnus mineurs lors d'une première évaluation réalisée par les services départementaux. Ils ont déposé un recours devant le juge pour enfants pour une évaluation approfondie. Oui, donc on ne sait pas qui est mineur et qui ne l'est pas d'ailleurs sur la place du Palais Royal ce soir. C'est un problème qui vient après, si je puis me permettre. Le premier problème, c'est que l'État ne fasse pas son boulot et délègue à ces associations par appel d'offres, et c'est valable pour la ville de Paris, et notamment à Utopia 56, la gestion de ces migrants et de ces mineurs en particulier, alors que ces associations, reconnaissons-le, ne cachent pas qu'elles sont pour l'accueil inconditionnel. Elles sont contre l'idée... Elles étaient contre, elles feraient pas ce qu'elles font. Bien sûr. Non, c'est pas vrai. Elles peuvent tout à fait avoir une idéologie. Qu'elles soient pour l'accueil des migrants. Mais leur fournir de quoi instrumentaliser les migrants pour leur combat idéologique, c'est une faute grave de l'État. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête tant que l'État ne fera pas son boulot. Le message, on va laisser Philippe reprendre son souffle. Le message, c'est que les associations disent les conditions d'accueil de ces migrants ne sont pas dignes de notre pays, donc nous devons agir. Écoutez une responsable de Médecins sans frontières qui est sur place ce soir. Ces jeunes que vous voyez aujourd'hui, ils sont en procédure auprès d'un juge des enfants, mais ils vivent à la rue parce qu'aujourd'hui, ces jeunes n'ont pas accès à une prise en charge lorsqu'ils saisissent le juge des enfants. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de faire appel au juge, mais par contre, ils n'ont droit à rien d'autre. Ils n'ont pas le droit d'être hébergés, ils n'ont pas d'aide financière, ils n'ont pas d'accès à l'éducation, à une formation. Ça fait des mois qu'ils sont sous un pont à Ivry, où il commence à faire très froid, les conditions de vie sont déplorables, il n'y a que 6 robinets pour 470 jeunes. Ce qu'on demande, c'est que ça cesse. On voudrait qu'ils puissent être mis à l'abri, qu'on leur rende un peu leur dignité et qu'on les protège comme il se doit. Philippe Guibert, est-ce qu'il faut se sentir responsable pour ces gens, tout simplement ? Responsable, non, mais il faut bien trouver des solutions, parce que... venir mettre la pression comme ça au cœur de Paris, oui, mais enfin bon, les rôles des associations est de faire des coups médiatiques, ça existe depuis longtemps. D'autres font des coups médiatiques dans d'autres domaines. On n'est pas obligé de céder à leur discours. Mais enfin bon, je termine, cher Judith. Puisqu'on leur donne le bébé. Et donc moi j'ai appris ce soir, grâce à Elisabeth Lévy, mais on apprend toujours en vous écoutant, cher Elisabeth. Mais vous avez raison, mon cher Philippe. Les vagues migratoires étaient dues aux associations. Restons sérieux, si on a un problème migratoire, de maîtrise de l'immigration, c'est parce qu'il y a une énorme pression au sud qui est démographique, qui est aggravée par les règlements climatiques, qui est aggravée par les problèmes Donc c'est un phénomène naturel. Non, c'est pas naturel, c'est un phénomène humain, politique. Et donc, c'est pas les associations qui suscitent l'immigration en France. C'est pas vous raconter
une grosse bêtise. Moi, je suis pas d'accord. Bah, vous trompez. Et donc, moi, je suis pour qu'on contrôle autant que possible ces entrées. Moi, j'aimerais connaître le statut de ces mineurs. Dans quel cadre sont-ils rentrés? Ont-ils fait des demandes d'asile? S'agit-il d'immigration uniquement clandestine économique? J'aimerais en savoir plus avant de me prononcer. Et en tout état de cause, les mineurs n'ont pas besoin de faire de demande d'asile puisqu'ils sont mineurs, ils ne peuvent pas. Et à court terme, juste pour terminer, s'ils sont mineurs. Et à court terme, quelle solution on propose pour ces personnes? Parce que c'est ça le problème. L'agit-prop des associations, des politiques et médiatiques, on le connaît tous. Alors, moi, après, il y a fort à parier que comme nous sommes au cœur de la capitale, dans un des lieux les plus touristiques, les plus chics de Paris, ces images ne vont pas rester très longtemps. Parce que là, les pouvoirs vont agir. En revanche, à Ivry, où ils sont depuis des semaines, là, ça bouge pas énormément. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. D'abord, quand on entend parler des mineurs, ça me fait rire. Parce que des mineurs de 28 ou 30 ans, ça va bien 5 minutes. Moi, j'appelle ça des majeurs, c'est-à-dire mi-mineur, mi-majeur. Ça dépend des circonstances. Comme le disait Elisabeth, sur les associations, moi, je suis désolé, ces ces associations immigrationnistes sont aussi responsables de ce qui se passe parce qu'ils laissent penser que l'on peut accueillir toute la misère du monde. Le problème, en effet, c'est les appels d'air. À partir du moment où on considère que les migrants peuvent venir et qu'on va leur donner des prestations sociales, qu'on va leur donner un logement, forcément, on crée un appel d'air, ce qui encourage l'immigration. Et enfin, j'ai une pensée également pour tous ces Français qui attendent un logement social depuis des années, souvent des mamans qui sont seules, qui ont un enfant, qui se disent finalement, je n'ai peut-être pas la bonne nationalité, puisqu'à chaque fois, il y a des migrants qui me passent devant. Ils sont à la rue. D'accord, mais c'est ce qui, à chaque fois, c'est ce qu'on me raconte quand on me parle de ça. Et dernière chose aussi, il y a quel rapport avec le logement social? Ces migrants-là, quel rapport avec le logement social? Là sont sur notre sol de manière illégale, on ne leur doit rien. On n'a aucun devoir vis-à-vis d'eux. On a certes un devoir d'humanité, on ne va pas les laisser mourir, mais de là à les loger, à leur donner des aides sociales, etc., ça va bien 5 minutes. Donc à un moment donné, la générosité, ça va bien. D'ailleurs, la gauche a tellement été généreuse, regardez combien elle pèse dans les sondages. La gauche a été... Si la gauche s'est suicidée avec ce genre de propos pro-immigrationnistes, les Français n'en peuvent. Il s'agit pas on va s'arrêter là et on suivra attentivement la régler un situation. Problème. Comment vous le réglez? J'ai pas compris après la discussion. On ferme les frontières, point final. Ouais, mais ça c'est un peu utopique. Et on évite les appels d'air. Allez, on avance les amis. La question n'est plus de savoir si la France est entrée dans une 9e vague de Covid, mais de savoir jusqu'où celle-ci va grimper. Désormais, tous les indicateurs sont en forte hausse. Le bulletin épidémiologique de Santé publique France, paru hier soir, estime notamment qu'un renforcement de la vaccination s'impose et que l'adhésion aux gestes barrières, dont le port du masque, devrait être accentuée pour les plus vulnérables. Vous voyez venir. Évidemment, je vous rappelle les propos de François Braun sur France 5 hier. La question du masque obligatoire est tout le temps sur la table. En fonction de l'évolution, on pourra être amené à prendre d'autres mesures. Après les discours, on va dire, d'avertissement du ministre hier, vous le voyez venir? Tiens, Kevin, vous qui aviez la parole il y a un instant, vous le voyez venir, le retour du masque obligatoire? Évidemment, on va je le vois venir. Dedans, c'est une évidence. Le retour de ces peines à jouir du sanitairement correct, qui nous raconte en effet que nous allons tous mourir, ça va être affreux, il va falloir qu'on remette cette camisole en effet sur notre visage. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Moi, en tant qu'enseignant, j'ai vu à quel point le masque avait eu des conséquences désastreuses sur les adolescents, mais également sur les jeunes adultes, mais également sur tout le monde en fait. Enfin, quand on a retiré ce masque, on a retrouvé la civilité, on a réappris à nous sourire, par exemple, dans une bouche de métro. Donc, il y a encore une épidémie, je veux bien, mais qu'on dramatise la situation en nous faisant culpabiliser, il y en a marre, 5 minutes. Et j'ai l'impression que le gouvernement essaye aussi de détourner le problème. Il y a la guerre en Ukraine, il y a le problème d'électricité, il va y avoir la réforme de la retraite à 65 ans, et on met en avant le Covid aussi pour détourner certains enjeux qui préoccupent les Français, et c'est pas acceptable. Qui s'impatiente. Je le vois, je commence à la connaître, Elisabeth Lévy. C'est encore le conseil scientifique. Mais la vérité, c'est que c'est encore le conseil scientifique, les autorités de santé qui dictent au gouvernement. Pas pour l'instant, qui dictent rien. Mais si, parce que ça arrive. Mais vous m'avez posé une question, je peux répondre? Pardon. Oh là là. Mais non, mais je veux dire. Bien. Et donc, d'abord, moi je le dis, je ne mettrai le masque qu'en
que quand je penserai, au vu des informations qui nous sont données depuis 2 ans, qu'il est nécessaire. Ça veut dire qu'ils peuvent toujours courir. Je ne le mettrai pas dans la rue, d'ailleurs. Non, mais je sais, c'est pas bien, mais pas ça qui est sur la table, hein. Quand une loi est stupide... Dans la rue, ça a aucune C'est pas ça importance. qui est sur la table, Voilà. Elisabeth. Donc, c'est dans les endroits clos ou les transports. Bon, quand il y a beaucoup de monde dans les transports, je peux le mettre parce que ça fait peur aux autres, sinon. Et je ne veux pas faire peur aux autres, donc je veux bien faire ce petit sacrifice. Mais en même temps, je commence à trouver ça un peu fort de café. Pendant des années, nous avons vécu avec d'autres épidémies, sans que ce soit un sujet de l'actualité quotidienne, des recommandations gouvernementales, parce que maintenant, on va avoir Véran le matin qui va nous dire mettez votre plaque à telle température, et le soir, fermez vos fenêtres ou ouvrez vos fenêtres ou je ne sais plus quoi à cause du Covid. J'en ai marre que ces gens s'invitent chez moi pour me dicter des choses à peu près évidentes. Il y a 1000 personnes en soins intensifs ce soir. Je pense que, comme on l'a dit 1000 fois, moi, je suis, au vu des informations qu'on a eues, je pense qu'effectivement, il faut mettre le paquet sur la vaccination des personnes à risque, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas en soins intensifs de gens en bonne santé, jeunes et sans comorbidité, c'est pas vrai. Donc, il faut vacciner les gens qui risquent d'attraper des formes à risque. Et pour le reste, eh bien, comme on vit avec la grippe, comme on vit avec des bronchites, comme on vit avec toutes sortes de maladies qui sont bénignes et qui renforcent à la fin notre système immunitaire, il faut qu'on arrive à vivre avec ça sans que ce soit un sujet de sermonnage permanent, parce que là, Je vous sens agacé. Ce qui est intéressant, c'est que 3 ans après, on est toujours dans les mêmes contradictions entre scientifiques. Je viens de vous lire le bulletin épidémiologique de Santé publique France. Écoutez ce qu'en dit Eric Combe, infectiologue, sur l'impact, puisque c'est l'impact sur l'hôpital qui nous intéresse aujourd'hui. La virulence, les chiffres en soi n'ont plus aucun sens puisque la virulence n'est plus la même. C'est l'impact qui nous intéresse. Y a-t-il un impact sur l'hôpital aujourd'hui? Écoutez Eric Combe. C'est la seule question intéressante. Bien sûr, écoutez-le. Il y en a une deuxième. C'est une 9e vague. On est à peine sorti de la 8e vague d'ailleurs, qu'on rentre déjà dans la 9e. Pour l'instant, on ne voit pas d'impact très élevé sur l'hospitalisation. Oui. C'est vrai qu'il y a un impact au niveau des urgences, évidemment, mais qui reflète plutôt la désertification médicale en ville, je pense, même si les consultations SOS médecins augmentent également. Mais en tout cas, les hospitalisations n'augmentent pas. Les décès n'augmentent pas non plus. Après, il faut savoir quand même qu'on a toujours environ 50 décès par jour du Covid. Voilà, Philippe Guibert, le problème, ce n'est pas le chiffre des contaminations qui peut paraître dérisoire, c'est le manque de personnel. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on nous fait porter ces responsabilités, parce que l'hôpital n'est pas en mesure d'accueillir un afflux massif de personnes en soins critiques. Vous avez tout à fait raison sur l'hôpital, sur le problème de manque de personnel, de recrutement des soignants, qui ne s'est pas arrangé, bien que l'épidémie est quand même largement ralentie depuis 6 mois, 1 an. C'est pas simplement ça le problème, quand même si vous avez raison. Qu'est-ce que c'est alors ? Le problème, c'est que quand vous envoyez quelqu'un à l'hôpital pour avoir des soins, c'est quand même qu'il est dans une situation assez grave et que les soins en réanimation ou les soins critiques de manière générale, ce n'est jamais quelque chose qui ne laisse pas de traces. Ça laisse des traces, surtout sur des personnes âgées. Je rejoins donc Elisabeth Lévy en disant qu'effectivement la priorité, c'est la vaccination pour les personnes les plus fragiles, les plus âgées, parce que c'est là que le bénéfice-risque du vaccin est le plus évident. Et donc ça devrait être... Et qu'on nous laisse tranquille avec les masques. Parce que nous sommes responsables. Moi, j'ai pas la même allergie. A priori, les gens, dans leur très grande majorité, n'ont pas envie de mourir, n'ont pas envie d'être malades. J'allais encore rejoindre il y a du monde, je vais me protéger. Laissez-moi ce plaisir, c'est pas souvent. Allez-y. Non, je rejoins Elisabeth Lévy sur le fait que, évidemment, que dans la rue, ça n'a plus aucun sens. Et puis ça n'en a jamais eu. Ça n'en a jamais eu et tout le monde est d'accord là-dessus. C'est vrai. Maintenant, dans les transports en commun, franchement, entre la grippe, l'épidémie de grippe, parce qu'elle compte aussi, parce qu'on n'en parle pas. La bronchiolite aussi, pour les plus jeunes. Elle envoie aussi des gens à l'hôpital et à la bronchiolite aussi. Donc il y a le phénomène cumulé de ces 3 mini-pandémies ou épidémies dans la même période. Dans les transports en commun, de mettre à masse, je ne vois pas où est le scandale. Voilà.
Je vous le dis. Personne ne voit le scandale, c'est l'obligation. Oui. C'est de prendre les Français pour des enfants. Oui. À un moment, je me répète, nous n'avons pas envie de souffrir, nous n'avons pas envie de tomber malade. Julien, si je me retrouve dans un métro bondé en pleine épidémie, peut-être que naturellement je me porterai. Oui, enfin, faut pas exagérer. Nous sommes des grands enfants. Faut pas exagérer. Si à un moment donné, Philippe, ça fait 3 ans, c'est fini. Papy et mamie dans le KGB pour Noël. Le gouvernement d'ailleurs marche sur des œufs, on l'a bien compris. Et moi, je trouverais ça particulièrement étonnant de voir de nouvelles restrictions. Non, mais la fertilisation n'est pas près d'arrêter. La meilleure preuve, c'est que ça continue avec l'énergie. On nous parle exactement comme on nous parlait on va en parler après pendant la crise sanitaire. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Elisabeth. J'ajouterais oui, ça fait 2 fois. J'ajouterais. Mais vous savez, en général, je suis très souvent d'accord avec ce que dit Judith. On va peut-être vous laisser parler toute seule. J'ajouterais allez-y, s'il vous plaît. Pardon. Juste une précision. Quand on dit mettre le paquet sur la vaccination, on n'a pas tout dit. Où sont les campagnes d'information ? Est-ce que les gens savent s'il faut une ordonnance ou pas, selon l'âge qu'on a, pour aller se faire vacciner ? Est-ce que les gens savent si c'est payant ou pas ? Est-ce qu'il y a des bus des bus itinérants qui vont voir les gens qui n'habitent pas au cœur des villes pour leur proposer de se vacciner? Non, je ne vois pas tout ça. Alors mettre le paquet sur la vaccination, c'est ça que ça veut dire. Et vous savez, un dernier extrait d'Éric Côme sur cette épidémie. Je trouve que quand même le discours est quand même beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu de la part des scientifiques. Ils savent pour la plupart qu'ils ont dit n'importe quoi pendant 2 ans. Donc là, ils passent quand même la vitesse inférieure. Pas tous, mais beaucoup. Éric Côme sur la dureté dans le temps, la longévité plutôt de ce virus. Écoutez-le. De toute façon, c'était le sort qu'on lui avait prévu dès le départ, en tout cas pour les plus visionnaires. Il est en train de s'installer parmi nous. Il y aura encore des petites vagues. Moi, j'avais dit 3-5 ans au début. Bon, voilà, on est à peu près à 3 ans. Oui, il va s'installer comme le coronavirus précédent, qui s'appelle OC43 et qui s'est installé parmi nous depuis la fin du 19e siècle. Ce qui est bien, c'est que dans 2 vagues, on fait une équipe de femmes déjà, et puis après... Moi, j'aimerais bien qu'on retrouve tous les extraits où tous ces médecins nous disaient le contraire par rapport à ce qu'ils racontent aujourd'hui. Je vous assure, on pourrait se marrer. Et j'aimerais revenir sur le masque dans les transports en commun. Moi, je prends régulièrement les transports en commun. Les gens sortent leur masque, ils le remettent, ils le touchent, ils le remettent dans la poche, ils le ressortent. Mais en termes de contamination, je peux vous dire que là, c'est avec la grippe, etc. On atteint des sommets. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter avec tout ça. On en a assez de ce virus. Il faut vivre avec et accepter que la vie est un risque et qu'à un moment donné, on peut tomber malade, qu'à un moment donné, on va mourir et cesser d'embêter les Français. Est-ce qu'on peut aussi éviter de mourir bêtement Oui, d'accord, mais d'abord, on peut tous mourir bêtement. Il y a 1000 manières de mourir bêtement, mon cher Philippe. Oui, mais on peut éviter. Non, mais surtout, il y a quand même, c'est vrai, ça n'est pas seulement les gouvernants, il y a notre rapport général au risque. On est quand même devenus des sociétés, si vous voulez, qui ne tolèrent pas du tout de prendre le moindre risque. Parce que l'État ne peut pas vous garantir contre toutes les maladies. C'est pour ça qu'effectivement, il faut se focaliser sur les questions les plus graves et arrêter, si vous voulez. Moi, j'en ai marre qu'on me dise la 9e vague et pendant combien de temps on va compter les vagues ? Je veux dire, c'est la merde de toute façon. Donc, il faut arrêter, si vous voulez, d'en faire un sujet qui soit un sujet surtout que ce sont plus des vagues, ce sont des vaguelettes qui sont limitées dans le temps par leur amplitude parce que nous avons cette immunité collective. Je voudrais juste quand même, pardon, Kevin, je voudrais compléter ce que j'ai... Allez, encore 2 prises de parole. Je voudrais juste compléter. En revanche, je crois qu'il faut faire attention. Moi, ce qui m'agace, si vous voulez, c'est que le gouvernement n'ait pas ajusté le tir en fonction des informations qu'il avait. Et on connaît l'exemple du vaccin. Au début, on croyait qu'il empêchait la contamination, donc c'était légitime de vouloir que le plus possible de gens se vaccinent. Le problème, c'est que quand ils ont compris, et je ne peux pas leur reprocher de ne pas l'avoir su au début, quand ils l'ont su, ils ont continué, tel le poulet, le fameux canard sans tête, si vous voulez, à dire les mêmes choses. C'est-à-dire que nous dire au début, protégez votre grand-mère, bon, on pouvait éventuellement le croire. Nous dire après, vaccinez-vous pour protéger votre grand-mère, c'est nous prendre pour des buses. Et ça,
C'est insupportable. Mais c'est ce qu'ils font mieux, pardon. C'est ce qu'ils font mieux, vous avez raison. Il devrait y avoir un ministre des s'il vous plaît. Ce soir, vous faites vraiment dans la n'accepte pas, c'est que vous allez conclure, Philippe. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'on nous raconte que pour éviter de mourir, il faut nous empêcher de vivre. Mais moi, je suis désolé, j'ai envie de profiter de la vie. On nous dit ne fumez pas, vous allez avoir un cancer des poumons. Je vais me permettre quand même. Encore. Vous avez vu les images qu'on voit en Chine ces derniers jours. Détendez-vous quand même sur les mots et fiche la paix. Moi, j'ai envie de profiter de ma vie, même si je vais mourir, même s'il y a un risque de mourir. Voilà, sinon je ne sors plus de chez moi parce que je risque de me faire renverser par une voiture. Moi, je n'ai pas envie de vivre dans cette société. Laissez-nous vivre. Il ne s'agit pas de comparer à la Chine, mais les dégâts provoqués par les différentes contraintes sur les enfants, notamment, mais sur les jeunes adultes aussi, on n'a pas fini de les mesurer. Je me dis pas les attestations. Nous connaissons cette épidémie et qu'en effet, les personnes qui se sentent le plus fragiles sont dans leur très bon droit de se protéger, de se masquer. N'oubliez pas les attestations. Parce que c'est jamais évidemment agréable de faire une forme de Covid, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Allez, dernier mot. J'ajoute une chose qui n'est jamais dite, ou très peu dite, c'est que le Covid, même quand il est bénin, quand il est léger, il laisse des traces chez un certain nombre de personnes sous forme de grosse fatigue dont on met beaucoup de temps à récupérer. Je l'ai expérimenté personnellement ces derniers mois. Menteur, vous avez l'air en pleine forme. Oui, mais c'est vous qui me motivez, Elisabeth. Mais il faut quand même le rappeler qu'attraper le Covid, c'est emmerdant. C'est pas grave. Pour 90% des gens, ce n'est pas grave. C'est emmerdant. Donc autant essayer de ne pas l'attraper. Il ne faut pas banaliser, mais non. Mais pas hystériser. Tout en continuant. Allez, on marque une pause, le temps d'allumer les bougies parce que les lumières risquent de s'éteindre bientôt. À tout de suite. Il est quasiment 20h30, l'heure des Pro 2 du vendredi. Revient juste après le rappel de l'actualité. Isabelle Piboulot. Une suspecte mise en examen et placée en détention provisoire dans l'affaire des bébés congelés à Bédouin dans le Vaucluse. Les corps de 2 nouveau-nés ont été découverts hier dans un congélateur de son domicile. La mère de famille de 41 ans est poursuivie du chef de meurtre de mineurs de moins de 15 ans. Des autopsies sont prévues lundi matin à l'Institut médico-légal de l'hôpital de Nîmes. Selon Vladimir Poutine, il était nécessaire et inévitable de bombarder l'infrastructure énergétique ukrainienne. Des frappes qui laissent des millions de civils dans le froid et l'obscurité à l'approche de l'hiver. Lors d'un échange téléphonique avec le chancelier allemand, le président russe a signifié rester droit dans ses bottes. Olaf Scholz, lui, a insisté pour qu'une solution diplomatique soit trouvée le plus rapidement possible. Et puis, nouvelle surprise au Mondial 2022 à Doha, la Corée du Sud a battu le Portugal 2-1. Les 2 équipes sont qualifiées pour les 8e de finale. L'Uruguay, en revanche, a été éliminé de la compétition malgré sa victoire 2-0 contre le Ghana au profit de la Corée du Sud. De retour avec Kevin Bossuet, Elisabeth Lévy, Judith Weintraub, Philippe Guibert pour la deuxième partie de l'heure des Pro 2. La France va-t-elle prochainement vivre à la bougie, train annulé, école fermée le matin, infrastructures protégées? Une circulaire a été envoyée au préfet pour leur demander d'anticiper d'éventuelles coupures d'électricité cet hiver. L'inquiétude est vraiment palpable. Des habitants du Loiret qui ne dépendent pas d'Enedis pourraient être impactés. Leurs fournisseurs leur demandent de prévoir des bougies et des piles électriques. C'est pas une blague. Regardez ce sujet signé Solène Boulange, Jeanne Cancard, Fabrice Elsner. À la sortie de l'école, le mail envoyé par l'entreprise locale de distribution d'électricité est sur toutes les lèvres. En dernier recours, le délestage du réseau pourrait être assuré par des coupures localisées et temporaires d'une durée de 2 heures. Dans ce cadre, pensez à vous munir d'une pile électrique ou d'une bougie. Des coupures qui pourraient entraîner une fermeture temporaire des salles de classe. On trouvera une solution, on les gardera, et puis voilà, il n'y a pas le choix, il faut s'adapter de toute façon. Soit on s'arrange, il y en a un qui ira pas au travail, ou sinon les grands-parents s'ils peuvent les garder, ou des copains, et puis on s'arrangera, quoi. Un peu plus loin, chez ce traiteur et caviste, Christelle travaille avec son frère qui espère pouvoir s'adapter à l'approche des fêtes. Certainement qu'il va changer, oui, les plages horaires pour les cuissons, je pense, oui. Vu qu'on est prévenu à l'avance, on pourra l'anticiper. Pour limiter la consommation d'énergie et éviter toute coupure, le directeur du réseau rappelle l'importance des éco-gestes. Ça va contribuer à baisser le niveau de la demande et donc à nous permettre de rester constamment en situation de distribuer l'électricité. En cas de délestage,
Les habitants des secteurs concernés seront prévenus la veille par SMS. Cet hiver, près de 60% des Français pourraient être touchés par des coupures d'électricité. Ça ressemble à un canular. Je fais un éco-geste. Ça n'en est pas un. Faites des éco-gestes. Voilà. Vous les voyez venir, les scènes de bagarre dans les magasins pour obtenir les dernières bougies en stock dans les rayons. Non mais on y va tout droit. Hein. On va découvrir qu'on fabrique même pas de bougies. Des bougies made in China, évidemment. 2020, ça paraît loin. Pourtant, c'est aujourd'hui. Écoutez Emmanuel Macron il y a 2 ans. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Des esprits. Eh bien si, en fait. D'ailleurs, je vais m'acheter un cheval pour me déplacer. Hein. Moi, j'ai prévu, là, je vais au Hara dans quelques minutes. Vous auriez pu aussi passer l'extrait de l'interview du président de la République à la presse quotidienne régionale en juin. Il n'y aura pas de coupure cet hiver. Juin dernier, c'est quand même pas vieux. Et plus sérieusement, on va encore couper la France en deux parce qu'on nous explique aujourd'hui que les milieux urbains seront vraisemblablement très peu impactés, évidemment, pour protéger les casernes, les lieux qui doivent tourner en permanence, alors que les ruraux, 5e roue du carrosse, risquent, eux, de payer le prix fort. Le but de l'opération, si j'ai bien compris, c'est quand même d'éviter un blackout qui aurait des conséquences extrêmement problématiques. Hein, parce que si à un moment donné... ça aura des conséquences problématiques quoi qu'il arrive. Non, Julien. Julien. Si vous n'avez plus d'électricité et qu'il y a une coupure totale tout un après-midi, vous mettez des jours et des jours à remettre tout en marche. Et donc le but de l'opération, moi je ne me sens pas assez compétent pour juger de la pertinence des mesures qu'ils prennent ou qu'ils prévoient, mais le but est bien d'éviter une situation qui, elle, serait totalement chaotique. Parce que les coupures sont prévues aux heures de pointe, hein, entre 8h et 13h, entre 18h et 20h. J'entends tout le monde s'inquiéter, mais enfin, ce qui est prévu, c'est embêtant. Enfin, c'est pas chaotique. Non, mais Philippe... Dans le pire des cas... Pardon. Dans le pire des cas, ce qu'on va connaître, c'est des coupures d'électricité pendant 2 heures. Alors c'est embêtant pour les écoles, ça pose un problème. Oui, d'ailleurs, les enfants n'iront pas à l'école le matin. Ça, c'est ce qu'on va d'accord. Non, mais la question, c'est celle des responsabilités, Philippe. La question, c'est quand même... c'est pas ça. Non, alors si... Bien sûr que Pardon, on peut pas terminer quand même. Ma phrase. Allez-y, Philippe. Je dis simplement que si on connaît un blackout, c'est une catastrophe. Parce que là, il y a des conséquences. Mais ça, on l'a compris, mais je voudrais vous répondre. Voilà. Je voudrais vous répondre que quand même, aujourd'hui, il y a la question de la responsabilité qui nous a mis là-dedans. Or, et là, je dirais, à quelques exceptions près, Nicolas Sarkozy, dont on a repassé souvent l'archive, avait été assez pertinent sur le sujet du nucléaire. Le problème, c'est qu'en fait, les décisions politiques qui engagent l'avenir à 30 ans sont prises par des gens qui se foutent éperdument de ce qui va se passer après la fin... après la fin de leur mandat. Et le rythme de la démocratie, qui est le rythme électoral, si vous voulez, est un problème. Il fallait être De Gaulle, il fallait être des gens visionnaires ou Pompidou, si vous voulez, qui avaient quand même un sens de l'intérêt général au-delà de leur intérêt électoral pour prendre des décisions qui allaient coûter cher au budget de la France, mais qui permettaient à 20, 30 ans d'assurer notre souveraineté. Écoutez, on est le pays qui fabriquait il y a 5 ans l'électricité la moins chère, la plus décarbonée, la moins carbonée si vous préférez, et la plus souveraine. D'accord ? On se retrouve aujourd'hui, je veux dire, à devoir importer. Juste avant de parler du nucléaire, parce que j'ai un son à vous faire entendre de l'ancien haut-commissaire à l'énergie qui a dit des choses très intéressantes face au Sénat hier. Juste dans le domaine de l'éducation, je voudrais me tourner vers Kevin. Le ministre Pap Ndiaye qui indique qu'il n'y aura pas cours le matin dans les zones impactées par des coupures programmées ciblées cet hiver. Les délestages programmés vont en effet toucher les écoles et les établissements scolaires selon 3 créneaux, 8-10 heures, 10-12 heures et 18-20 heures le soir. Ces 2 créneaux du matin, s'ils sont dans une zone qui subit un délestage, auront pour conséquence que la rentrée des élèves le jour concerné se fera en début d'après-midi et avec sans doute un repas qui sera néanmoins prévu pour les élèves qui sont à la cantine. Donc
il n'y aura pas d'école le matin. Est-ce qu'on marche sur la tête? Moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que cela va accroître les inégalités, parce qu'on sait qu'il y a 40% des Français qui ne vont pas connaître de délestage parce qu'ils sont dans une zone où il y a un hôpital, un commissariat, etc. Ceux qui vont en souffrir, ce sont les ruraux ou ceux qui sont très très éloignés des centres urbains. En outre, moi j'ai beaucoup apprécié Jean-Michel Blanquer quand il a tout fait pour maintenir les écoles ouvertes pendant le Covid. J'aimerais bien que Pape Ndiaye fasse la même chose dans le cadre d'une crise énergétique. Pour moi, mais pourquoi on ne sanctuarise pas les écoles? Ah mais ça, je n'en sais rien. Pourquoi nos enfants payent l'inconséquence de nos gouvernements? Je suis d'accord avec vous. Pour moi, il faut les sanctuariser. Les élèves ont beaucoup souffert de la crise Covid. Il ne faudrait pas que nos élèves souffrent encore un peu plus de cette pénurie d'électricité. C'était là-dessus que je voudrais répondre. Alors, Elisabeth, Philippe et Judith, je viens vers vous. Parce que on peut critiquer cette stratégie ou cette non-stratégie, plus exactement, de perspective d'abaisser le seuil du nucléaire dans nos mix énergétiques. Parce qu'il n'a jamais été question de fermer le nucléaire en France. Même par François Hollande, absolument pas. Absolument pas. Donc, ni par François Hollande, ni par Emmanuel Macron. Relisez les textes. Mais nous avons perdu tout notre savoir-faire, nos ingénieurs ont foutu le camp. Je veux dire, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Alors pourquoi on peut pas contrer? Alors non, attends, s'il vous plaît. Je pose la question. Alors Philippe, je suis avec vous. Philippe, pourquoi on ne peut pas compter sur notre souveraineté énergétique alors? Mais parce que vous avez un problème de maintenance, et le problème de maintenance des centrales, il n'a jamais été question de fermer ces centrales. Pourquoi elles ont un problème de maintenance? Parce qu'il y a eu l'épidémie du Covid et que les maintenances des centrales qui étaient prévues pour s'étaler sur 2 ans ont été reportées. Deuxièmement, il y a un autre élément, c'est écrit partout, il suffit quand même de consulter les dossiers. Et il y a eu un problème il y a 1 an de fissure ou de soupçon de fissure. Ben, renseignez-vous. Il y a un problème de soupçon de fissure dans un certain nombre de centrales, et l'autorité de sûreté nucléaire qui est souveraine dans ce domaine, c'est pas le gouvernement qui décide. C'est-à-dire que si l'autorité de sûreté nucléaire vous dit vous ne remettez pas en marche cette centrale, vous ne la remettez pas en marche, a dit on veut tout savoir sur ces fissures, et c'est un point de vue qui peut se défendre parce qu'avec le nucléaire, il n'y a pas le droit à l'erreur. D'accord? Donc, qu'il y ait une responsabilité stratégique de long terme sur le nucléaire de Hollande et Macron en début de mandat, je vous l'accorde. Mais le problème aujourd'hui de l'arrêt simultané de 24 réacteurs n'a rien à voir avec cette décision politique. Vous savez combien fournissait Fessenheim? Bah oui. 3% ça n'a rien à voir Écoutez, avec Philippe, attendez. J'ai envie de donner la parole à Judith qui attend. Non mais d'accord, j'ai été mise en cause, maintenant je veux répondre. Parce que ces arguments, genre renseignez-vous, moi je sais, vous êtes que des idéologues. Non, je suis navré, d'accord, je suis navré. Fessenheim produisait, Madame Borne s'est réjouie qu'on ait fermé Fessenheim qui fournissait, Judith, combien toi tu dois savoir ça, 3% je crois de notre électricité. M'est avis que si on avait ces 3%, mais non, ça suffirait pas. Judith, s'il vous plaît. De toute façon, au début de votre intervention, vous avez commencé par gommer toute responsabilité politique en assurant que... Non, j'ai dit le contraire, je crois. Au début, vous avez fait... Non. Au début, non, c'est pas une décision politique. D'ailleurs, personne n'a jamais voulu sortir du nucléaire. Ah non, ça c'est vrai. Accord. Ça, c'est... Cécile Duflot, chef de... Mais c'est faux, Judith. C'est faux, Judith. Oui. François Hollande n'a jamais vérifié. Philippe, vous ne supportez pas qu'on vous coupe, ne coupez pas les autres, s'il vous plaît. Allez-y, Judith, s'il vous plaît. Merci. Accord, Cécile Duflot, chef de Les Verts, Martine Aubry, chef du PS. 2011, on va vers une sortie du nucléaire, on ferme Fessenheim, on réduit drastiquement le nombre de centrales, on ferme les centrales. Je n'ai pas fini. Ensuite, François Hollande se fait élire sur cette promesse. Il faut s'interroger d'ailleurs sur l'opinion qui, à l'époque, était plutôt anti-nucléaire et sur l'inactivité, l'inaction des gens qui n'ont pas fait la promotion du nucléaire, qui n'ont pas combattu les contre-vérités des écolos. J'arrive. Et donc François Hollande fait cette promesse, Emmanuel Macron l'accomplit en faire... arrêtez de dire... Alors là, je vais vous renvoyer, vous aussi, alors, écoutez, à des lectures plus saines. Vous le savez très bien, parce qu'on a eu la discussion. Philippe, s'il vous plaît, on va poursuivre la discussion un instant. Je voudrais juste qu'on entende l'ancien haut commissaire à l'énergie qui était auditionné par le Sénat. Écoutez Yves Rachet. Le programme électronucléaire français a été décidé politiquement et mis en œuvre industriellement par un État stratège dans une situation de crise menaçant la souveraineté énergétique du pays.
La clé de voûte de cette stratégie était identifiée dès les années 70, c'était la filière à neutrons rapides qui permettait, le moment venu, de requalifier les déchets en ressources et d'assurer l'indépendance du pays en termes de ressources en uranium. On a alors un nucléaire durable qui n'utilise aucune ressource naturelle par définition épuisable et résout la question des déchets. Un système circulaire pratiquement parfait, à émission de gaz à effet de serre pratiquement nulle. Donc par idéologie, parce que alors que nous étions les champions du nucléaire, on subit de plein fouet aujourd'hui cette crise énergétique. Mais c'est une évidence. Nous payons les choix des lobbies écolos. C'est que la vérité, c'est que vous avez la gauche et même une partie de la droite qui ont préféré plier face au nucléaire contre l'intérêt national. Il y a encore 2 ans, on exportait 10% de notre électricité. Aujourd'hui, regardez, c'est affreux, moitié de nos centrales, finalement, ne sont plus actives. On est obligé d'aller chercher du personnel américain pour réparer nos centrales. C'est juste incroyable. La vérité, c'est que le nucléaire, c'est une épopée scientifique formidable. C'est ce qui faisait l'identité française. Et vous avez des petits idéologues qui se sont mis à vouloir saper ça. Et en plus, au niveau écologique, c'est complètement stupide parce que regardez ce qu'on est en train de faire. Par exemple, en Allemagne, on est en train de rouvrir les vieilles centrales à charbon. En France, on a rouvert notamment la centrale à charbon de Saint-Avold. Donc en plus, même au niveau écologique, c'est complètement stupide. On paye les stupidités des écolos. Moi, si j'étais eux, je partirais parce que ce qu'on est en train de subir, c'est juste incroyable. Pour moi, c'est l'anti-France. Kevin, on paye les calculs électoraux et du aussi PS. les calculs électoraux. Parce que les écolos... Parce qu'à une époque, les écolos ont fait quelques voix. On a raconté une histoire qui n'existe pas. Ah bon. Il y a un accord entre Martine Aubry, vous le savez très bien, Julien Drey, vous l'a raconté dans le couloir. Donc franchement, Judith, vous le savez très bien. Il m'a rien raconté du tout, on en parlait ensemble et je lui ai rappelé qu'effectivement l'accord datait de 2011 entre du... S'il vous plaît, je voudrais qu'on conclue, on a un dernier sujet. Non, mais c'est assez désagréable de faire état et en plus mensongèrement de conversation de couloir. J'aime pas du tout ces méthodes. Parce que moi, je peux raconter ma version aussi des conversations de couloir. Bon, avançons, s'il vous plaît. Écoutez, on va pas François Hollande n'a pas voulu reprendre cet aspect de l'accord entre les écolos et le PS. Il n'a jamais Non, ce qu'a dit Julien Drey, c'est Martine Aubry en voulait encore plus. Les absents François Hollande a plutôt, et donc, François Hollande n'a jamais parlé d'arrêt du nucléaire en France. Il a dit 50% du mix énergétique entre le nucléaire et d'autres sources d'énergie. Donc ça n'a rien à voir, je suis désolé de le dire. Oui, enfin c'était pour faire plaisir, c'était pour faire plaisir aux idéologues, parce qu'à 100% de nucléaire... C'était pour avoir un accord électoral. Non, parce qu'il reste 5 minutes et que c'est... Une phrase. Excusez-moi, Philippe, si vous souffrez quand même qu'on vous réponde, pardonnez-moi. Si vous souffrez qu'on vous réponde, tout seul ou pas tout seul, il y a un petit problème, si vous voulez, c'est que pour des raisons précisément parce que ça n'intéressait pas ces dirigeants-là, la filière nucléaire en général, le nucléaire, c'est pas juste des centrales, c'est des gens qui bossent dans les universités, c'est des ingénieurs. Tout ça, nous n'en avons plus. Nous avons perdu un savoir-faire. Moi, je connaissais quelqu'un qui, a 30 ans, allait vendre des centrales nucléaires à la Chine. Ça s'appelait Framatome. Aujourd'hui, on est incapable de le faire. Bon, alors vous savez quoi, il nous reste 4 minutes. On va faire les 4 minutes là-dessus, parce que là, j'ai plus le temps de faire le dernier sujet. Donc, qu'à horizon 2035, 2040, il y a une partie des centrales qui ferment. Ça impliquait qu'on ne sache plus maintenir en état une centrale nucléaire et qu'on ait abandonné toute recherche dans le nucléaire. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Ça tient pas debout. Tiens, moi, je voulais juste... excusez-moi, il y a que vous qui tenez debout sur ce plateau. S'il vous plaît, Elisabeth, si je peux moi aussi en placer une petite de temps en temps. Je voudrais juste vous lire aussi le message du président du SAMU, des urgences de France, quand même, aujourd'hui. Donc, en cas de coupure d'électricité, il nous prévient. Si vous appelez le 15, le 17, le 18 de votre portable et que l'antenne de votre opérateur n'est pas alimentée, votre appel ne passera pas. En revanche, si vous appelez le 112, c'est le numéro d'urgence européen, tous les opérateurs sont obligés de prendre votre appel. Donc ça, c'est important de le dire. Moi, je vais élever un pigeon voyageur. Non, mais si vous faites, si vous êtes en urgence, le pigeon, je suis pas sûr qu'il soit assez rapide. On n'est plus dans la tiers-mondisation, on est dans la mise en danger. Non, mais dans la moyenne agination. Encore le 112, c'est le Moyen-Âge. Non, mais voir qu'on ne peut pas appeler le 15, le 17 ou le 18, moi, je peux vous dire, cette semaine, Julien... Non, mais tout va bien, Philippe, alors. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Cette semaine... Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire. D'appeler le 112, c'est le Moyen-Âge.
Non, mais de devoir avoir des communications du président du SAMU français pour nous dire, parce qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas le réflexe, le 112, c'est quand même assez récent ce numéro, le 112. Je pense que les Français ne connaissent pas tous ce numéro 112. Compliqué, je veux bien l'admettre. Mais quel rapport avec la tiers-mondisation et le Moyen-Âge? Et pourquoi vous voulez absolument... En fait, expliquez-nous. En fait, non mais là je suis vraiment sincère. Non, mais parce que expliquez-nous pourquoi vous voulez absolument nous dire que finalement c'est pas très grave, qu'il n'y a pas de déclassement de la France, qu'il n'y a pas de tiers-mondisation. Pourquoi? Alors laissez répondre Philippe. Voilà, répondez-moi. J'aimerais juste savoir quelles sont vos solutions. C'est-à-dire que vous avez un problème qui s'appelle... Pas abandonner le nucléaire. Il y a moins d'électricité. Mais oui, mais ça, c'est pas une solution à 15 jours. C'est pas une solution à 15 jours. Vous remettez pas vos centrales nucléaires qui sont en maintenance, dont on examine les fissures. On le fait depuis plusieurs mois. Il y en a certaines qui ont commencé à se remettre en marche. Pas suffisamment pour qu'on puisse exclure qu'il n'y ait pas de coupure au mois de janvier. Donc vous êtes face à un problème. Quelle que soit la couleur politique du gouvernement, qu'est-ce que vous proposez de faire? Mais excusez-moi, ça n'était pas la question. La question, moi, il me semble que la question des responsabilités est importante. Il me semble que ce serait... Moi, je peux comprendre que des gens commettent des erreurs. Ce que je ne peux pas comprendre, si vous voulez, c'est qu'ils ne tirent aucune leçon. Je vous rappelle qu'encore aujourd'hui, on nous enquiquine avec les éoliennes qui ne servent à rien. L'Allemagne a plein d'éoliennes. Regardez où ils en sont. C'est beaucoup, 25%. Regardez à quoi ça leur sert. Et on est menacé de 500 millions d'amendes. Exactement, par l'Union européenne. Il y a quand même des fermetures de réacteurs nucléaires qui ont été actées par nos politiques, Philippe. Je veux dire, comment vous pouvez nier une chose pareille? Mais je nie simplement qu'on puisse expliquer un problème de maintenance. C'est ça. Philippe, vous êtes gentil, mais franchement... je nie absolument que la perspective de fermer certaines centrales et jamais toutes les centrales, à horizon de 2035-2040, puisse expliquer un problème de maintenance dans nos centrales. Mais parce qu'on a... C'est ça qui ne tient pas debout et qui est une histoire racontée aux enfants. Ça va être l'heure de conclure. Kevin, dernier mot. On n'a pas investi dans le nucléaire, on n'a pas formé le personnel nécessaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en effet, il y a beaucoup de nos centrales qui ne fonctionnent plus. Parce que derrière, il y a eu un choix idéologique et politique. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit, là, actuellement, ce qu'on peut faire, on peut peut-être ne pas aggraver le problème. Quand vous avez la CGT qui ose appeler à une grève, notamment dans nos centrales nucléaires, par solidarité avec les raffineries, pour moi, encore ici, on est dans l'anti-France. Il y a des gens qui sont dans l'idéologie et qui mettent à mal l'intérêt général. Vive l'hiver. On verra. Hein. Ça se trouve, il y aura zéro coupure. Hein. Moi, c'est ce que j'ai tendance à penser. Avant de rendre l'antenne, chers amis, c'est pas le genre de la maison, mais exceptionnellement, je voulais conclure cette émission en souhaitant un joyeux anniversaire à Jonathan. Jonathan qui fête ses 190 ans aujourd'hui. Et oui, sur l'île de Sainte-Hélène. Regardez, c'est une tortue. Ah oui, d'accord. Si on peut le voir, à Sainte-Hélène, donc territoire britannique dans l'océan Atlantique. Son âge n'est qu'une estimation. Une photo prise à son arrivée sur l'île montre qu'il avait déjà au moins 50 ans à l'époque, mais il est sûrement plus âgé. L'animal a vu défiler 35 gouverneurs. Il a manqué Napoléon. Oui, il a manqué Napoléon qui était exilé à Sainte-Hélène jusqu'en 1821. Dimanche, Jonathan, qui est aveugle, sans odorat, mais qui a l'ouïe intacte, aura le droit à un gâteau d'anniversaire. Un timbre spécial d'ailleurs a été créé pour célébrer l'habitant le plus connu de cette île de 4500 âmes. Il figure déjà sur une pièce de 5 cents et sur les tampons d'immigration. 190 ans. Vous vous rendez compte? Ça fait rêver. Hein. Oui. Mais c'est pas l'animal le plus vieux du monde. C'est qu'il y a des méduses, j'ai regardé tout à l'heure, il y a des méduses qui, si elles ne sont pas contaminées par une maladie ou pas tuées par un prédateur, elles sont immortelles. Non. Oui, il y a des méduses immortelles. Merci à... il faudrait que je rallume peut-être... voilà. Merci à Jean-Luc Lombard à la réalisation, à Rémi à la vision, Grégory Possidalo au son, Benjamin Hanot, Kylian Salé, Thomas Saint-Jean ont préparé brillamment cette émission. Toutes les émissions, évidemment, toutes les infos, les replays à revoir sur cnews.fr. Très bon week-end, à très vite.